Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, lors de nos week-ends, nous faisons notre crypto rapport. Et ici, on va faire un tour mondial global de toutes les news qui concernent le Bitcoin, tant de questions fondamentales, catalyseurs, news, faits divers et ainsi de suite. Donc ici, c'est ce que l'on fait tous les samedis. Ok, donc là, on va commencer tout de suite et un grand merci aujourd'hui, et comme durant tous les jours de la semaine, hein, donc un grand merci à ceux qui m'accompagnent dans cette recherche de news, donc Nadi, Patrick et Johan. Donc là, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous apportez au quotidien. Donc voilà, notre petite communauté, toujours bien informée de ce qui est en train de se passer. Et donc là, voyons, on partage tout ceci avec vous, afin de quoi, de vous orienter et de vous inspirer. Donc après, chacun peut être là et faire ses recherches. Donc ici, vous allez toujours avoir une source, comment dirais-je, de ressources. Il y a énormément de choses en archive et vous voyez que, voilà, ici on y va, on amène notre pierre à l'édifice. Et donc voilà, comme ça on a une communauté qui est toujours super informée et qui sait réellement ce qui se passe. Et moi aussi, voilà, j'amène mon expérience. Et donc voilà, ok. Donc un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Vous pouvez me retrouver moi au www.jctune.com avec tout ce qui est donc consulting, recherche, services et solutions. Donc venez, jetez-y un œil, vous allez avoir tout ça en description de vidéo, ainsi que tous les articles que j'analyse ici aujourd'hui. Comme ça vous allez pouvoir regarder le tout à votre propre discrétion. Ok. Alors maintenant on y va et on va commencer directement. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va parler du Bitcoin maintenant. Et là, bien sûr qu'on parle de Bitcoin aujourd'hui chaque samedi, mais là maintenant, c'est quoi? Ici, on voit ici un trader anonyme, donc un stacker. Donc c'est une personne qui est en train d'accumuler. Chaque fois vous voyez stacker, stacker en anglais, c'est accumuler. Donc une personne qui est en train d'accumuler fortement, il a bien évidemment accumulé du Bitcoin et dit que lui, un jour, pour lui, il voit le Bitcoin, le prix du Bitcoin est trop au-dessus du prix des actions de Berkshire Hathaway. Maintenant, lorsque vous devez regarder le prix des actions de Berkshire Hathaway, donc c'est la compagnie de Monsieur Warren Buffett, donc le plus grand investisseur du monde pour certains, même de tous les temps. Il faut savoir c'est quoi Berkshire Hathaway et combien ça coûte. Vous avez deux classes d'actions. L'action A, donc on va dire l'action VIP de Berkshire Hathaway, comme vous voyez ici, c'est près de 300 000 dollars, donc 290 000 dollars l'action. Et pour lui, lorsqu'il parle de Berkshire Hathaway, donc que le prix du Bitcoin serait au-dessus de cela, voilà, ici, ça c'est au-dessus, ça, donc c'est minimum 290 000 dollars. Donc ouais, c'est ça. Donc là, il faut lire l'article, voir le pourquoi, le comment et tout ce qu'il est en train d'expliquer. Et d'un autre côté, il y a d'autres actions en commune. Il y a l'action, la classe B de Berkshire Hathaway que vous avez ici, et c'est celle-ci qui est à 190. Donc, vous voyez, il y a une différence entre les deux. Donc, il y a le pourquoi du B et, comment dirais-je, les actions A. Donc là, vous voyez que ceux qui ont les vidéos modules, ainsi de suite, on parle souvent de cela. Donc, vous connaissez la différence. Hein. Donc, voilà, ici, là, des personnes qui sont en train d'accumuler. Donc, vous voyez un peu là pourquoi j'ai bien aimé cet article. Vous voyez que maintenant, dans cette phase de baisse, des personnes accumulent et des personnes accumulent pour ça, parce qu'ils savent, ils déterminent la valeur fondamentale d'un actif, et pour eux, c'est dans le long terme qu'ils sont en train de voir ça. Donc, ouais, maintenant, on continue dans cette même vague. Hein. Et ici, encore plus fort, quelqu'un qui, pour lui, qui dit qu'en 2030, chaque bitcoin, donc un bitcoin vaudra plus ou moins 100 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a des personnes qui vont encore bien plus loin. Pourquoi? Ce sont des études basées sur la valeur de ce que c'est et ce que ça rapporte. Et bien évidemment, ça a à voir avec de la globale macro pour voir les tendances futures. Donc ça, c'est quelque chose de, je ne veux pas dire complexe, mais c'est dur à comprendre pour des personnes qui, on va dire, ne sont pas initiées, qui n'ont pas l'habitude, comment dirais-je, de faire ce genre de travail de recherche, ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, voilà, ici au niveau du consulting, c'est ce que l'on fait, de consulting et de la recherche, et nous, on fait des recherches là-dessus. Et c'est toujours des recherches qui sont basées sur la globale macro, voir vers où le monde tend et qu'est-ce qui peut avoir un boom de masse. Donc, c'est vraiment ça. Et sur base de ça, après, vous pouvez prendre des décisions ou être long, donc haussier sur tel ou tel type de technologie ou telle industrie ou tel secteur et baisser dans une autre actif ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment déterminer les valeurs fondamentales. Mais ici, comme vous voyez là, les horizons de temps sont longs. Pourquoi? On laisse vraiment l'argent travailler pendant pas mal de temps et ensuite on s'occupe d'autres choses. Pourquoi? Faire ce genre d'analyse, déterminer tout ce qui est global macro, ça prend du temps. Donc, lorsque vous êtes en train de prendre là du temps, donc il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte, il y a beaucoup de modèles à avoir, hein, simples et d'autres qui sont complexes. Ça dépend des industries et des secteurs que vous êtes en train d'analyser et des actifs. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, les horizons sont, comme les horizons de temps sont bien plus longs. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ça vous laisse le temps de vous réévaluer. Et réévaluer dans le sens où quoi, c'est pas dire sortir complètement, mais où je mets plus de poids, donc overweight. Donc ce que ça veut dire, c'est j'avais mis ça, tiens, je vais encore remettre 100 pour voir parce que là ça
ça, mes analyses, il y a des nouvelles données qui sont sorties, donc ça se renforce, ou bien bah, là maintenant bah, je commence à diminuer mon exposition à telle ou telle chose. Mais vous voyez qu'ici que ceux qui font ce genre d'analyse, ben voilà, pour eux, ils assument que le prix du Bitcoin pourra atteindre les 100 millions. Donc vous avez vu qu'on a un minimum de 290 000 à plus. Et bien évidemment, il y a aussi une troisième option ici, ce n'est pas binaire, hein, il y a une troisième option ici, enfin c'est multi-option, il y a l'option aussi 0. L'option 50 cents, l'option 1 dollar, l'option 10 dollars, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est là. Donc ça aussi, il faut le savoir. Ouais. Mais ouais, que lorsqu'on parle de chiffres aussi grands, ben, le downside est couvert. Pourquoi? Parce qu'il y a une gestion du risque qui accompagne cela. Ouais, que ça c'est une grande, c'est quelque chose que pas mal de particuliers semblent oublier. Les personnes s'arrêtent juste sur le chiffre ici parce qu'ils ont des émotions par rapport à ces chiffres. C'est 100 millions de dollars quand même. Ils ne pensent pas que celui qui a dit ça, celui qui a fait ça, dans son travail d'analyse, il a, vous voyez ici tout le côté vert, oui, la montée qui peut être faramineuse, mais aussi le côté rouge, donc le downside qui est aussi couvert. Ouais, donc là c'est quelque chose de très 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 important et il ne faut pas se laisser avoir par ça. Ok, donc là on va y aller, on va dire speeder un peu. Pourquoi? Vu que là je vois qu'il me reste pas trop de batterie, donc il y a quand même pas mal de choses à voir, mais on va faire un bon résumé par rapport à tout ça. Alors maintenant, on va regarder un peu ce que fait Monsieur Roger Ver. Et là, vous voyez, lorsqu'on parle de tout ce qui est fondamentaux, global macroéconomique, ainsi de suite et tout ça, ben là, ben, Roger Ver qui, lui, durant son année en prison, donc rapidement son histoire, hein, c'est le premier investisseur dans le Bitcoin. Et lui, c'était un entrepreneur de Silicon Valley. Il est né à Silicon Valley, ainsi de suite. Il avait une compagnie et il vendait, enfin, il a fait un an de prison pourquoi? Vu qu'il vendait des feux d'artifice sans avoir, comment dirais-je, sans avoir de licence à travers eBay. Et quoi, il a été mis en prison fédérale aux États-Unis donc durant un an. Et pendant cette année-là, ben, il en a profité pour étudier tout ce qui était économique et c'est là qu'il a connu le Bitcoin. Ouais. Alors en étudiant tout ça, il a vu l'aspect économique, comme il dit, hein, du Bitcoin. Et en sortant là, il s'est dit non, ce truc-là, c'est le truc dans lequel je devrais investir. Alors il a pris ce qu'il avait et boum, voilà, il est rentré dedans et aujourd'hui, ben voilà, il est devenu super riche, super millionnaire grâce à cela. Mais il explique bien le côté économique du Bitcoin et ça c'est quelque chose de très important. Et oui, c'est un débat dans lequel j'en parle souvent parce qu'ici on parle de Bitcoin et ici il parle de est-ce que le Bitcoin est fait pour le pauvre ou pour le riche. Quand on dit pauvre, il faut enlever cela. C'est pourquoi ici comprenez c'est ou microtransactions, nanotransactions ou réellement bah, celui qui au lieu d'acheter la Joconde va acheter du Bitcoin lorsque vous voyez les prix. Donc là c'est le côté stock de valeur du Bitcoin et là ils vont faire réellement une différence clé. C'est pour ça qu'après vous allez voir que le Bitcoin, comme lui dit, un Bitcoin Cash est bien plus fidèle à l'idée de Satoshi Nakamoto. Pourquoi? Pour en faire une économie. Économie qui veut dire quoi? Petite et moyenne entreprise, j'ai une échoppe, je suis un vendeur de hot dog, je suis un cireur de chaussures, je sais pas moi, ouais, je suis un boulanger, ouais, c'est des petits prix qui vont être dépensés, donc là, c'est pas intéressant de le faire avec du Bitcoin. Donc ouais, là, il faut vraiment comprendre. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit bien, est-ce que le Bitcoin est pour les riches ou pour les pauvres? Vous voyez, c'est ça. Donc moi aussi, je suis un Warren Buffett et que j'ai voilà les 300 000 pratiquement que vaut son action de la classe A, eh ben, j'irai pas vers un Bitcoin Cash. Enfin, je peux aller vers un Bitcoin Cash, mais là, j'ai le Bitcoin pour ça. Donc là, il y a le côté économique qu'il faut bien comprendre. Et bien sûr, lui, il est toujours dans pas mal de polémiques, ainsi de suite. Mais c'est une personne très intelligente. Il sait vraiment de quoi il parle par rapport à ça. Et donc, il faut vraiment bien le comprendre. Pour comprendre ce que lui dit et ce qu'il fait, et parfois ses prises de position, il faut bien avoir étudié profondément le thème Bitcoin. Après, comprendre pourquoi, du comment est-ce qu'il est en train de dire. Mais avec, après, bon, il y a toujours beaucoup de polémiques qui entourent cela. Mais il faut apprendre à laisser cela de côté et vraiment aller au fond des choses. Il y a pas mal de choses positives à en tirer. Bien sûr, il y a le personnage et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Mais bon. Voilà quoi. Mais alors ici, on va vers une personne, on va dire légendaire hein, au niveau des traders. C'est un des traders, les gestionnaires de fonds spéculatifs très connu et très polémique. On parle de Stephen A. Cohen ici et il a eu pas mal de problèmes vu quoi son fonds avait des retours terribles. Donc c'était un fonds qui avait des retours de plus de 120 ou 130% par année et il avait des commissions de 60%. Donc vous voyez que pour prendre 60% à votre client, donc il faut avoir fait de l'argent. Et il a été écarté je pense pendant 8 ans, hein, si je ne me trompe pas, et là maintenant il revient, mais il revient en tant que hedge fund manager, mais il se dirige directement vers tout ce qui est crypto. Et d'un autre côté, oui, excusez-moi, parce qu'ici vous voyez pas sa tête. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, ce personnage, comment dirais-je, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur lui, donc c'est vraiment au niveau national, hein, donc tout ce qui est FBI, SEC, ainsi de suite et tout ça. Mais à la fin, bah voilà, on a arrêté pas mal de personnes qui étaient autour de lui. Pourquoi? Vu qu'il y avait des délits d'initiés, il y avait des informations privilégiées, enfin pas mal de trucs pareils. Donc un exemple, hein, imaginez-vous qui tradait par exemple GE ou IBM ou Microsoft, et ben il y avait des personnes dans ces compagnies qui lui disaient avant
comment dirais-je, des personnes qui bossaient là-bas, donc qui avaient accès aux informations clés, bah, qui disaient exactement, bah, tiens, dans le prochain trimestre, on s'attend à ceci, il va se passer ça, 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 ça et ça, on aura ça, on a ci, on a ça. Et donc lui, par rapport à ça, il savait comment dirais-je, spéculer à la hausse sur la baisse par rapport à ça. Donc là, il y a eu pas mal de choses autour de ce monsieur. Et bien maintenant, il revient. Une chose que pas mal de personnes ne savent pas, il y a une série que j'aime énormément. Hein. Donc on a déjà fini 3 saisons de cela, c'est la série Billions. Et la série Billions, c'est ben réellement, ben, dès que j'ai vu l'un des épisodes, je me dis, tiens, mais ça raconte l'histoire de Steve A. Cohen, mais bon, ouais, façon Hollywood, mais voilà, c'est ça. Donc là, si vous voulez savoir un peu exactement à quel niveau cette personne était, ben, regardez la série Billions et vous allez comprendre directement. Ok, donc voilà, donc vous voyez que encore quoi, encore un milliardaire, bien évidemment aussi, il fait partie des hommes les plus riches du monde. Vous allez retrouver son nom dans la liste Forbes et là, ben voilà, il y est. Et maintenant encore un en plus qui quoi, bah, qui rentre dans ce qui est. Donc moi, ce sont des personnes qui viennent de tout ce qui est global macro, qui ont eu des fonds, qui ont travaillé en banque d'investissement, si je me trompe pas. Lui, je pense il est passé par Goldman ou par autre chose avant de monter son propre fonds. C'était SAC Capital. SAC, donc Stephen A. Cohen. Et là maintenant, ben voilà, hein, après être écarté, après toutes ces enquêtes, après avoir été, on va dire, 100% blanchi, donc aucune charge contre lui, ben il revient, mais il revient dans quoi? Dans les cryptos. Donc c'est assez curieux. Donc on ne vient pas dans les cryptos lorsqu'on a une carrière 10, 15, 20, 30 ans dans la global macro et qu'on sait exactement c'est quoi, ben pourquoi venir dans la crypto. Donc oui, c'est ça aussi qu'il faut vous poser comme question et aller au-delà de ce que vous voyez réellement, tout ce qu'on raconte dans les médias. Il faut regarder ce que font ces gens. Ces gens sont des gens qui ont fait de l'argent, qui font partie du système et donc faut suivre l'argent. Tout simplement, c'est ça, comme je vous dis. Faut suivre le parcours de l'argent et qui est derrière. Et lorsqu'on voit billionnaire crypto, on me dit tiens, ici il y a un problème. Donc croyez-moi, et je vous dis, hein, des personnes comme Warren Buffett avec ce qu'ils sont en train de dire et ainsi de suite, c'est plutôt pour leur image de marque et ainsi de suite, comme le disait Charlie Munger, hein, ce sont des personnes de l'ancienne garde. Il y a la nouvelle garde, on va dire, et ça, c'est un spéculateur, donc lui, c'est un requin. Il est là pour sentir le sang. Il sent le sang, il vient, il est là. Il est dans une opération, peu importe. Il n'est pas là pour être propriétaire de quoi que ce soit. Il est là pour spéculer, faire des sous, et sa fonction est utile au système. Donc là, vous qui avez les Global Research, ceux qui avaient été avec moi en consulting institut, donc vous connaissez bien la différence entre un investisseur, par exemple un Warren Buffett et ce genre de personnage. Donc il y a une fonction clé bien établie. Donc lui, c'est pareil que George Soros, c'est pareil que Ray Dalio. Donc on va dire que ce sont 3 visages clés dans le monde des hedge fund managers, ainsi de suite. Maintenant, vous voyez que là, ils rentrent dans quoi? Dans tout ce qui est crypto. Donc voilà, il faut se dire, bah, tiens, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Alors maintenant, lorsqu'on parle de trader, hedging, enfin de hedge fund, ainsi de suite, il y a une chose qui est clé pour toutes ces personnes, c'est la volatilité, quelque chose que l'on aime et que l'on adore. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ici, maintenant, il n'y a plus tellement de volatilité dernièrement dans le Bitcoin, pas la même que l'on avait avant. Maintenant, vous voyez que c'est resté plutôt stable. Maintenant, par rapport à ça, je dois vous ramener à ce qu'on avait vu fin d'année 2017 et début 2018. Donc là, regardez les émissions qu'on a en archive. J'avais partagé une vidéo, c'était du CEO, du CBOE et du CME, tous les deux en train de parler, enfin l'un des deux, donc c'est des interviews différentes, mais dans les Bloomberg, CNBC, etc. Et il disait cela, il disait que le lancement des ETF, ainsi de suite, c'était vraiment pour venir dominer le côté sauvage du Bitcoin, donc quoi? Sa volatilité. Donc il le disait bien. Donc stabiliser son prix et l'amener là où ils veulent. Vu que là, j'avais fait pas mal de vidéos où j'expliquais cela, les effets des sous-jacents sur, enfin non, des effets des dérivés sur le sous-jacent. Donc là, c'est quelque chose de très 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 complexe, il faut le comprendre. Et beaucoup de personnes me disent oui, mais avec les contrats CBOE, CME, lorsqu'on regarde les volumes, c'est pas assez. Et comme je vous dis, ça c'est parce que c'est Wall Street. Il y a beaucoup de contrats dérivés dans le monde qui mettent de la pression sur le prix du Bitcoin. Ça, c'est parce que c'est Wall Street, c'est le Nasdaq, c'est l'endroit le plus connu. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait déjà des contrats dérivés en Asie, donc Japon, Chine, Corée du Sud, Russie, pays scandinaves et Suisse et Grande-Bretagne. Et ça aussi, ça met de la pression sur un sous-jacent. Donc il y a déjà des ETF qui étaient déjà créés à l'étranger. Ça, c'est parce que c'est Wall Street et c'est sous les feux des projecteurs. Les autres ne sont pas aussi médiatisés, pas aussi mis en avant. Ouais, donc c'est ça. Ça, c'est ça la chose qui est clé. Parce que lorsque vous regardez les volumes, vous allez dire, tiens, ben, c'est pas assez, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, rappelez-vous que c'est quelque chose de global. Il y a des entités, comme par exemple JP Morgan, vous avez vu qu'ils avaient été attrapés la main dans le sac. Ils en parlaient aux États-Unis. Ils disaient que oui, si je tape un de mes traders qui trade ci, ça, enfin, Jimmy Dimon disait cela, je le vire. Mais après, on a vu que quoi, ben, qu'ils opéraient dans le Bitcoin, dans les dérivés du Bitcoin, à travers quoi, ben, à travers leur branche qui est en pays scandinave. Je crois que c'était en Norvège ou en Suède, dans un endroit pareil. Et ils opéraient sur les ETN là-bas. Ouais, donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Regarde bien Sberbank qui est en train de miner des cryptos, ils peuvent les revendre, donc offrir du trading par rapport à ça, mais d'après la régulation, ils ne peuvent pas le faire en Russie et ils doivent le faire où? Ils le faisaient à travers leur succursale suisse.
donc, à travers la branche de Zurich. Donc vous voyez que ça, c'est possible et c'est faisable. Rappelez-vous que ce sont des multinationales. Ici, il ne faut pas se laisser avoir par le côté média. Vous voyez, lorsque c'est média, qu'est-ce qu'on voit? CNN, CNBC, Bloomberg, et c'est toujours quoi? New York. Et il se passe beaucoup de choses en dehors du monde. Il y a déjà beaucoup de dérivés. Il y a énormément de dérivés qui sont là. Les dérivés, ça met de la pression sur le sous-jacent. Donc ça, il ne faut jamais oublier. Là, ce qu'on a de plus connu, c'est le CBOE et le CME. Rappelez-vous, parce que c'est le côté Wall Street médiatique qui est mis en avant. Oui, il y a tout ça là derrière qui va avec. Tout ce show. Donc c'est ça. Parce que beaucoup me disaient, oui, mais lorsqu'on regarde les volumes, mais c'est pas assez. Non, rappelez-vous, il y a plus que ça qui a déjà été créé. Mais parce qu'on n'en parle pas, ce n'est pas médiatisé. Ok, donc maintenant on continue, c'est notre vision globale de Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle un peu maintenant un nouveau type de fraude. Et un nouveau type de fraude, maintenant, ça va vers quoi? Ça tend, c'est une fraude dans laquelle c'est arnaqué, perpétré une arnaque, un piège, hein, perpétré sur qui? Sur ceux qui aiment regarder, enfin, tous comment dirais-je? Tous ceux qui sont clients de contenu pour adultes, donc clients et tous ceux qui visualisent du contenu pour adultes, lorsqu'ils visitent ces sites-là, voilà, hein, donc il y a des hackers qui peuvent arriver à les scanner. Une fois qu'ils sont scannés, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Activer la webcam à distance et lorsque vous êtes en train de regarder ce genre de contenu, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes filmé en même temps et maintenant la chose c'est quoi? C'est si tu veux pas que je publie cette vidéo à travers toute ta liste de contacts, ainsi de suite, tu me payes, mais tu me payes en quoi? Tu me payes en crypto et voilà, on est là. Donc là, voilà, ça c'est le nouveau type de fraude qu'il y a. Donc vous voyez que rappelez-vous ce que je vous disais, je le dis souvent, au fur et à mesure que la technologie va commencer à monter, les hackers aussi ils auront accès à de la technologie, mais eux, voilà, pour faire ce genre d'activité. Donc tout simplement, c'est ça, que ça continue, ça ira main dans la main et ça, on va en entendre de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a un CEO, donc CipherTrace CEO, donc c'est une boîte de cybersécurité. Et maintenant, il parle de quoi? Tackle in crypto theft. Donc, vous voyez qu'il est en train réellement de parler de tout ce qui se passe, de la montée des vols crypto, montée des crimes crypto et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est crypto jacking et tout ce que l'on voit, les scamming, les spamming, et tout ce que vous voulez, voilà, ça monte et ça va là-dedans. Vous voyez, cryptocurrency string for change, donc ça ne fait que quoi? Ça ne fait que monter. Et rappelez-vous, j'ai toujours dit, regardez le TF hack, ça va en montant. Et donc là, les montants continuent à monter et ça ne va pas s'arrêter. Donc là, à Bloomberg, ils sont en train de parler de cela et c'est ça. Vous voyez, crypto theft on the rise. Donc ça ne va pas arrêter de monter. Rappelez-vous, ça va aller avec. Pourquoi? Au fur et à mesure que, je le répète encore, nous, si la technologie, elle augmente, qu'est-ce qui va se passer? La technologie à laquelle vont avoir accès les criminels va augmenter aussi. Un exemple, si on remonte, on va dire à l'âge de pierre. On va dire que moi j'ai envie de commettre un vol, je suis là dans ma caverne ou je sais pas où, n'importe où, et qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de voler ce qu'un autre a, vu que lui il a réussi à chasser un gibier et moi j'ai pas réussi et j'ai envie de m'emparer de ce qu'il a. Qu'est-ce que j'avais comme arme? Ou je prends un os, ou j'ai mes poings, ou je prends une pierre, voilà. Donc là, c'est tout ce à quoi j'avais accès. Et regardez bien au fur et à mesure de l'histoire, qu'est-ce qu'on a vu? Après, l'homme a développé des armes, des arcs à flèches, des lames. Donc après, on avait des couteaux. Après, lorsque c'était la poudre à canon, on avait la poudre à canon. Après la poudre à canon, on a réussi à avoir un canon portable, donc un fusil, un revolver, et ainsi de suite. Et ça continue à augmenter. Et après, on continue. Et si vous voulez après regarder ce qui se passe, après, on aura quoi? Des armes type sabre laser de Jedi, et ainsi de suite. Que c'est ça. Hein. Donc, au fur et à mesure que la technologie avance, les criminels aussi auront accès à différentes technologies et perpétrer des vols. Donc, que maintenant, c'est ça. Avant, on pouvait voler une personne pour faire un braquage de manière physique, donc se rendre dans une banque, et ainsi de suite. Mais maintenant, non, on opère et on vole les banques. Maintenant, ce sont des exchanges. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et vous l'avez vu ici, hein, selon Bloomberg, ça va continuer à monter. Ok. Alors maintenant, vous voyez que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que les crypto-thefts sont en train de monter, mais qu'est-ce qu'il faut se passer ici? Qu'est-ce qu'il faut se dire? D'après une étude, on dirait on parle de l'adoption massive. Donc lorsque c'est mainstream, donc ça va être public, dire public, grand public, dire tout le monde va payer en crypto. Donc ça va être normal d'acheter votre baguette avec votre crypto, normal d'acheter votre magazine à un crypto, votre journal à un crypto. Bon, bien que maintenant ce soit digital, mais on va dire payer cet abonnement digital et donc d'utilité quotidienne. Donc petites entreprises, commerce ambulant, tout ce que vous voulez. Okay. Mais maintenant, ça va être quoi? Là, pour la personne ici, donc d'après cet article, c'est pour être quoi? Pour la prochaine décennie. Donc, décennie, c'est quoi? C'est 2020-2030. Donc là, ça pourrait devenir mainstream. Donc, vous voyez que là, c'est ça, on y est. Donc, si ça devient mainstream, donc le nouveau type de crime, avant, il y avait beaucoup de films où on allait braquer des banques. Non, maintenant, on va braquer un exchange. On va préparer un coup, un hack pour braquer un exchange. Donc, tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, voilà, maintenant continuons. Et qu'est-ce que l'on a ici?
On va continuer maintenant avec un prix Nobel d'économie qui nous parle de quoi? Ici, il nous dit que la régulation va être la mort du Bitcoin. Mais il y a un point clé hein, sur lequel il vient de parler. Et ça, c'est un point vous voyez, que l'on voit souvent. C'est quoi ici? Les gouvernements sont contre le côté anonyme de tout ce qui est transaction Bitcoin. Et là, ici, il y a un gros problème. Vous voyez que c'est un professeur, prix Nobel, d'économie et tout ça, tout ce que vous voulez. Donc vous dites, ah ouais, non, lui, il doit savoir ce qui est en plus économie. Donc vous dites, ah waouh, c'est quelque chose de gros, mais ici, il y a un problème. Problème déjà, c'est quoi? Bitcoin, anonyme, Bitcoin n'est pas anonyme. Rappelez-vous que la fois passée, vous voyez une différence entre un professeur économique qui lui a des thèses de Keynes, Friedman, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. OK? PhD, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui opèrent dans les marchés, qui savent c'est quoi prendre des risques, qui sont là, qui font l'économie. Il y a des personnes qui étudient l'économie, qui écrivent des thèses par rapport à l'économie, et d'un autre côté, il y a ceux qui opèrent dans l'économie. Un exemple tout simple, vous pouvez me dire, oui, j'ai mon permis théorique, et j'ai fait un sans faute, je l'ai fait 100 fois, j'ai eu 100 fois sans faute. Ok, maintenant ma question est, as-tu déjà conduit une voiture? Et là, vous me répondez non. Je dis, bah, bye bye. Ouais, j'en ai rien à faire de tes théories parce que le vent est à telle vitesse. Moi, si je roule comme si la voiture qui est devant moi, je peux freiner avec autant de temps. Tout ça, c'est des théories. La pratique, c'est autre chose. Je te demanderais, as-tu conduit dans des conditions météorologiques adverses, donc c'est-à-dire dures, sous neige, sous pluie, sous tempête, tornade, enfin tout ce que tu veux, dans le terrain boue, ainsi de suite? La réponse est non. Donc moi, je te dis bye bye. Donc c'est ça. Ne vous laissez pas leurrer lorsque vous entendez prix Nobel de je ne sais pas quoi d'économie. Ce sont des théories, tout ça. Et les théories, ben, vous voyez dans quel état sont les finances mondiales. Ils étaient où toutes ces personnes avec leur prix Nobel en 2008 pour sauver des familles et ainsi de suite. Donc voilà, là on peut s'arrêter là. Alors maintenant déjà, deuxième point problématique, associer le Bitcoin à ce qui est anonyme. Rappelez-vous que le Bitcoin n'est pas anonyme. La blockchain a tout enregistré. La blockchain, tout est enregistré. C'est ça la décentralisation. C'est que là, tout est visible de tout le monde à travers tous les nodes, donc tous les points de relais. Vu que c'est ça la décentralisation. Centralisé, c'est à la banque, on va et on la braque, on a tous les billets, on a toutes les transactions qui sont enregistrées à la banque, dans les serveurs de la banque, et ainsi de suite. Et décentralisé, ben, ces serveurs-là sont partout. Et là, maintenant, l'argent est réparti partout. Vous voyez, donc là, Bitcoin, ce n'est pas réellement, comment dirais-je, ce n'est pas anonyme. Il y a des fonctions qui vont pouvoir donner l'anonymat au Bitcoin, c'est le Lightning Network, donc le LN, mais ce n'est pas encore là. On n'y est pas encore, c'est pas avant 2020. Et maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les cryptos anonymes qui ont des options. Vous voyez Monero, Verge, Dash, Zcash, ainsi de suite. Vous voyez tous ces cryptos desquels on est en train de parler qui sont anonymes. Donc vous voyez que là, déjà, vous dites, professeur, tu n'as pas assez fait de recherche. Donc là, il faut faire super, super attention. Et comme il dit, vous ne pouvez pas avoir un moyen de paiement qui est basé sur le secret. Et là, maintenant, tu te dis, bah, tiens, il y a un gros problème parce que lorsque je paye avec ma pièce en or que moi et Jonathan, on se retrouve au coin de la rue et qu'on fait une transaction avec de l'or, personne ne sait que j'avais de l'or et personne ne sait ce qu'il m'a donné. Il peut me donner un paquet, moi je sors une pièce d'or discrètement et c'est fait, on fait un échange. Ouais. Je peux avoir un billet, on ne sait pas d'où il vient, un faux ou un vrai, et je peux faire la même transaction. Donc lui va me donner un bien réel, ou bien il peut me donner un bien de contrefait, et moi aussi j'aurais pu lui donner un faux billet, mais personne ne sait ce qui s'est passé. Ça c'est secret, ça c'est anonyme. Vu quoi? Vu que cette transaction n'a pas été faite avec ma carte de crédit ou de débit pour que une tierce partie de confiance l'enregistre avant d'effectuer le paiement de mon compte à son compte ou du sien au mien. Vous voyez que là, il faut connaître les concepts économiques et savoir réellement c'est quoi. Donc rappelez-vous, il y a une différence entre ce qui est théorique et ce qui est pratique. Ici, il ne faut pas se laisser avoir par le nom de la personne, son titre, ainsi de suite. Non, est-ce que tu l'as vécu dans ta chair? Oui, donc lui, il a fait des théories, mais il n'a jamais conduit de sa vie. Maintenant, ma question, as-tu déjà vécu un accident? As-tu déjà pris l'autoroute? As-tu déjà conduit sur une, je sais pas, dans une rue, dans une avenue ou quoi que ce soit? Eh ben non, alors tais-toi. Ouais, c'est ça. Peut-être me dire, oh, tiens, c'est arrogant. Non, il y a une différence. Comme lorsque je parle à pas mal de personnes qui vont parler de la bourse du matin au soir, et vous lui posez la question, ah oui, c'est quoi, qu'est-ce que tu as dans ton portefeuille, c'est quoi la dernière fois que tu as mis une opération? Et moi, je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé avec des collègues travaillant dans une institution, tout le monde parlant devant les clients, oui, si, ça, on va faire ci, ça, oui, le client, tu as vu tel ou tel actif, tel ci, tel ça. Et lorsque là, je suis là, bon, on fait une pause entre nous, je regarde rapidement mon portefeuille et je demande, oui, c'est quoi ton opération, t'as quoi, t'es dans quelle position? On me dit, bah non. Bah, je dis, bah, comment tu peux vendre à quelqu'un un truc que tu n'as jamais fait? Donc tu n'as pas ressenti ça dans ta chair. Tu sais pas c'est quoi prendre une perte. Savoir c'est quoi, bah tiens, j'ai un portefeuille, j'ai eu un trade spéculatif, j'ai perdu ici, ici ou ça. Bah rien du tout. C'est bien d'avoir un calendrier économique, une page super bien faite et tout ça, mais ne pas l'avoir senti, c'est autre chose. Et donc là, vous voyez que juste en disant ça, juste en n'allant pas plus loin que ça, on voit dire qu'ici, là, bon, bien sûr, c'est un article aussi, c'est reporté, mais s'il n'y a pas cette chose. Donc faire super super attention à ce que l'on dit. Mais c'est intéressant de voir les opinions, de voir ce que l'on en pense. Mais si à ce niveau-ci, à l'Université de Columbia, il n'y a pas un travail qui a été fait au-delà de ça, ben, un professeur Stiglitz, prix Nobel, ça n'a pas de poids.
Continuons. Alors maintenant, tout justement, vous voyez, pour aller de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une personne maintenant qui nous parle que le Bitcoin n'est pas là. Pour le coup, isn't fit. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est pas la chose maximale. Donc, c'est pas le truc optimal pour la fraude. Et rappelez-vous, je vous ai montré, comment dirais-je, des vidéos d'une vidéo, c'était la semaine passée ou la semaine avant, où il y a une personne qui expliquait exactement c'est quoi, qui bosse dans l'univers crypto, qui est un hedge fund crypto et qui est assis au bord de Bitstamp et qui expliquait des problèmes qu'ils avaient eus et selon des études réelles, des recherches réelles qui démontraient réellement que la meilleure chose pour les criminels, c'est quoi? C'est le dollar américain, ou bien même de l'or, ou du diamant, ou quoi que ce soit, payé avec ce genre de choses. Mais avec des cryptos, pour le moment, non. Vous voyez, donc là, c'est ça. Le cas d'utilité, pourquoi est-ce que c'est bien plus, on va dire, ce serait mieux? Parce qu'il n'y a rien à transporter physiquement et que c'est rapide, la transaction est rapide. Dans les 5-10 minutes, ça où je suis là. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un sac avec plein de billets et maintenant comment je sors. Ou avoir plein de pièces d'or, ou avoir des diamants. Comment est-ce que je vais pour bouger ici? Ça, ouais, que physiquement, on peut m'attraper avec. Donc, c'est ça la chose. Donc là, il faut vraiment être très, très, très pointu et faire très attention à ce que l'on dit. C'est, on va dire, si ça peut être là pour la chose, c'est quoi? C'est un vol parfait. Rappelez-vous, lorsque vous voyez des films de braqueurs, ainsi de suite, ouais, regardez le transporteur, le 1, là, lorsqu'il est à Marseille. C'est quoi? Lorsqu'on braque une banque, il faut qu'on bouge rapidement. On est dans les rues. Mais ici, non. Ici, il n'y a pas de rue. Ici, on est dans le cloud. On est sur la toile. C'est d'un wallet, après, boum, je peux partir rapidement. Donc, vous voyez, il faut faire ultra, ultra, ultra attention. Et surtout, ultra, super, super attention à ce que l'on voit ici au niveau des, comment dirais-je, au niveau de tous ces médias outlets. Faire super, super attention. Ok. Alors maintenant, on a laissé le côté global, donc on a fait un tour global crypto, ainsi de suite. Maintenant, on va aller où? On va se concentrer un peu sur ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, on va regarder continent par continent et les pays importants. Donc maintenant, on va en Amérique, Amérique du Nord, direction États-Unis, direction New York. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que New York a approuvé une nouvelle loi donc au niveau des taux donc des paiements. Pourquoi? Pour tous ceux qui se lancent et qui sont dans l'activité minière crypto, on a revu des renégociations des prix d'électricité. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui sont en train de miner, ainsi de suite, pour les poules miniers, pas mal de choses avec l'électricité, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'énergie, miner des cryptos et ainsi de suite, de tout ce qui est encore au niveau de la proof of work, donc tout ce qui demande du minage pour valider les transactions et maintenir dans la blockchain, c'est un gros coût en électricité. Et donc ici l'État de New York a revu ses tarifs. Donc là c'est un peu plus avantageux. Donc ça c'est une chose. On reste en Amérique du Nord, aux États-Unis on va un peu plus haut et on va au Canada et on voit quoi? Le CoinSquare ici, c'est Exchange qui va faire quoi maintenant? Pénétrer le marché asiatique. Donc ils ont déjà ses clients nord-américains, principalement ici au Canada, et maintenant quoi? Ils font le pas pour aller dans différents pays d'Asie. Donc ils montent un peu comment ils vont. Rappelez-vous qu'en Asie il y a beaucoup de gens. En Asie les gens sont très 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 crypto enthousiastes. Donc tout ce qui est Japon, la Chine aussi toujours, Corée du Sud, ainsi de suite. Là, ce sont des Singapour, Hong Kong, ce sont des endroits où c'est où les cryptos, voilà, on utilise tout ce genre de choses, ils sont avant-gardistes au niveau de la technologie et au niveau de l'adoption de ces technologies. Et donc voilà. Alors maintenant ici, on va où? Maintenant, on va en Asie. Et qu'est-ce qu'on a ici? Il y a Taiwan Blockchain Week. Et donc, vous avez Ryan Neuner, donc le CEO de OnChain aussi, qui présente l'émission CNBC Crypto Trader. Et ici, il y a une interview de CZ. Donc, CZ, c'est qui? C'est la personne la plus importante des cryptos maintenant. C'est le CEO de Binance, donc Changpeng Zhao. Et là, maintenant, il a fait une interview il a interviewé CZ. Et là, maintenant, il parle on va dire, de la pluie et du beau temps au niveau des cryptos. Donc, ultra intéressant. C'est une personne qui a beaucoup de choses à dire, on a tous vu son succès en moins d'un an, 2 ans. Voilà, on a vu ce qu'il a fait de Binance et maintenant voilà une des personnes super puissantes et super riches, milliardaire, maintenant avec tout ce qui est en train de se passer dans son exchange et tout ce qui se passe dans le monde des cryptos. Donc super super intéressant. Je ne l'ai pas encore vu, enfin je l'ai pas tout vu en entier vu que j'ai énormément occupé. Donc là, regardez, écoutez ici à gauche, à droite rapidement. Donc je reviendrai dessus lorsque j'aurai beaucoup plus de temps. Mais c'est ultra ultra intéressant déjà dans ce que j'en ai vu, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il se passe des événements grands. Vous voyez que ce genre d'événements, c'est quoi? On voit Taïwan, en Asie, ainsi de suite. Vous voyez que nous aussi on aimerait avoir ce genre d'événements par ici. Donc on voit exactement où c'est que c'est en train de se développer fortement. Ok. Maintenant, on va où? On va à OKCoin et on voit que quoi? OKCoin, si je ne me trompe pas, c'est chinois. Et maintenant, de Chine, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a il y a le contraire. On a vu des Américains qui vont vers le marché asiatique. Et maintenant, les Asiatiques qui viennent aussi rentrer dans le marché américain. Et ici, OKCoin qui va offrir des paires, fiat vers les cryptos, donc dollars vers les cryptos. Donc là, ça continue, c'est intéressant tout ça. Donc on voit le développement, l'adoption et ça continue petit à petit. Alors maintenant, on va où?
Un truc intéressant que vous allez voir, hein, il y a un petit aparté dans le Q3 du Global Q Research où on parle de l'adoption, mais on regarde les différentes technologies et leur phase d'adoption, le temps que ça a pris pour qu'elles soient mainstream, comme on a vu. Et vous allez voir que on est vraiment loin dans les cryptos, on ne fait que commencer. Ce qui, je veux dire, ce qui agace les personnes en général, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous, on est à l'ère de l'information. On est à l'ère de l'information instantanée. Je suis sur Snapchat, boum, c'est là, c'est rapide. Je suis sur Facebook, boum, je fais mon post, je filme ma vidéo, boum, elle est là. J'ai filmé mon chat qui est tombé de l'escalier, ben boum, voilà, c'est là directement. Vous voyez, le monde entier l'a vu. Donc c'est ça, c'est que l'information est instantanée. Et on aimerait que, bah tiens, on va construire un immeuble et en claquant des doigts, on a un immeuble qui est fait comme ça. Bah non, c'est pas ça. Donc vous voyez qu'un immeuble, ça demande pas mal de travaux, ou faire une rue, une avenue, ou un quartier, ou toute une ville, bah c'est ça. Alors imaginez-vous que ce qu'on voit au niveau des cryptos, et de la blockchain, c'est une infrastructure que nous, on ne voit pas à l'œil nu vu que tout est dans le cloud, donc tout est dans le net, on va dire ça comme ça. Hein. Et là, maintenant, bah, c'est ça. Donc, il n'y a rien de physique que l'on voit, mais il y a toute une infrastructure qu'il faut faire dans ce monde, on va dire dans ce monde cryptographique. Donc là, il y a deux films hein, que j'aime bien mettre en parallèle qui parlent de ça. C'est Enfin, qui parle de ça à leur niveau, ben, il y en a bien sûr qui parle de ça directement, c'est Ready Player One de Steven Spielberg qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et l'autre, il faut remonter un peu avant, mais il y a eu un remake, c'est le film Throne. Donc vous voyez le film Throne, pour ceux qui connaissent le film Throne, en plus c'est marrant, hein, le nom Throne, ainsi de suite et tout ça, ben regardez un peu qu'est-ce qui a été fait. Et vous voyez que c'est une histoire qui a pris, on va dire, deux générations, le père et puis après le fils. Et on voit tout ce que le père est en train de faire dans un autre monde, reconstruire toute une infrastructure. Donc ici, pensez que c'est exactement la même chose, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc vous voyez que ce qu'avait construit le père, ah bah, après c'est le fils qui est réellement rentré dedans une fois qu'il est arrivé à l'âge adulte. Donc si on compte ça comme ça, bon là, désolé de vous spoiler le film pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'était 20 ans à construire réellement bah, le monde, ce monde virtuel. Donc vous voyez, 2 décennies ça lui a pris. Donc maintenant, pensez aux crypto. La chose qui est, c'est quoi? C'est que nous, voyez, on communique ici, vous voyez que là c'est rapide, hein. D'ici une vingtaine de minutes, vous aurez la vidéo qui est là. Donc vous dites, ouais, tiens, il faut 20 minutes pour créer toute l'infrastructure crypto, c'est ça. C'est que nous vivons à l'ère de l'information et l'information pour nous, elle va vite. Et c'est ça. Ouais. Mais ouais, que 10 ans, ben, il faut le temps. Ouais, donc c'est ça. Alors maintenant, on continue et on reste en Asie et on va en Inde. Et maintenant en Inde, vous voyez, il y a des rapports qui montrent que quoi, ben là, que l'Inde ne va pas bannir les cryptos, mais elle va les traiter comme commodité. Donc rappelez-vous qu'au niveau mondial, il n'y a pas de régulation de statut standardisé pour les cryptos. Vous voyez que dans le Moyen-Orient, je crois que c'est Abu Dhabi, Dubaï, ou oui, je pense que là-bas, oui, les cryptos avaient été classés comme commodité. Dans d'autres endroits, c'est des valeurs mobilières. D'autres endroits, ben, oui, il y a toujours ce débat. Hein. Rappelez-vous Ethereum qui dernièrement n'a pas été classé comme étant une sécurité. Ripple, c'est toujours en suspens. Oui, ça c'est par rapport aux États-Unis. Donc, est-ce que via la SEC, vu qu'il y avait pas mal de plaintes, ainsi de suite, est-ce que c'est une sécurité? C'est pas une sécurité. Eux, ils disent qu'on nous ne sommes pas une sécurité. Donc, faut trouver un autre nom par rapport à ça. Regardez la Corée du Sud qui a fait ça dernièrement. Vous voyez que donc c'est assez problématique. Hein. Mais vous voyez qu'en Inde, ils sont là et ils avancent. Alors maintenant, continuons. Et maintenant, on va à WEX. Donc là, maintenant, on vient en Europe. Parce que je pense, si je ne me trompe pas, WEX, c'est un exchange. Je ne connaissais pas spécialement l'exchange, mais d'après ce que j'ai lu ici, j'ai vu pas mal de noms russes, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un exchange qui doit être situé dans cette zone-là. Mais bon, vous le direz hein, si vous savez exactement ça vient d'où. Mais moi, pour moi, je pense que c'est russe, hein, l'exchange. Vu que je vois qu'il y a que les médias et ainsi de suite qui suivaient cette chose-là, c'était, on va dire, russe. Donc là, confirmez-le-moi. Lorsque j'ai lu ça, je suis en train de me dire, tiens, il est où cet exchange? J'ai dit, c'est russe. Enfin, je pense, hein, mais bon, soit, voilà. On pourrait lancer une recherche maintenant, mais bon, soit. Là, on va voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cet exchange, il y a des choses curieuses qui s'étaient passées. Et c'est quoi? Bah, les prix. Donc là, moi, ce que j'en ai déduit, c'est un fort premium que les utilisateurs étaient en train de payer. Pourquoi maintenant, on a un prix du Bitcoin qui est plus ou moins 6200, 6300. Mais comme ils disent dans les dernières 24 heures, donc, ouais, donc ça c'était aujourd'hui, mais il faut remonter dans les dernières 24 heures, on a vu que le prix était arrivé aux 9000 dollars et à un moment donné, maintenant, c'était 7400 et des poussières. Donc pratiquement, ouais, donc maintenant on est à 6200, donc eux 7400, donc 1200 dollars plus haut que les prix qu'on avait en moyenne partout. Donc on se dit, bah tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Donc là, pourquoi? Maintenant, les raisons étaient pourquoi est-ce que cet exchange a eu un pic à 9000 dollars? Alors maintenant, il y avait beaucoup de spéculation à ce niveau-là. Manque de liquidité, exchange avec des problèmes, prix manipulé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devoir payer tant de premium? Est-ce qu'il y avait un problème de conversion par rapport à la devise qu'ils utilisaient et là maintenant de donner les prix en dollars? Donc imaginez-vous, donc il y a beaucoup de choses, hein, donc ça peut être beaucoup de choses ici et comme vous voyez, l'exchange est resté vachement muet par rapport à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que les clients ne pouvaient pas faire des withdrawals. Donc withdrawal, c'est-à-dire quoi? Des retraits.
Donc, ils ne pouvaient pas retirer ce qui avait été déposé. Donc là, pas mal de problèmes. L'exchange restait muet et on a vu ce genre de prix être là. Donc là, c'est curieux. Tout ça, pourquoi, comment dirais-je, ce genre d'article, ça fait pas plaisir de le voir, mais oui, je crois que c'est russe ici. Voilà, vu qu'ils en parlent, j'avais lu ça. La chose qui a, c'est quoi? Faut jamais oublier qu'on n'est pas à l'abri. Donc là, c'est ça. Donc même en bourse classique, ainsi de suite, moi je vous dis, voilà, moi j'ai eu ce genre de problème de retrait, je l'ai eu. Et là, il y a pas mal d'entre vous qui le savaient, avec qui j'en ai partagé, j'ai eu ça, et pas qu'avec un exchange. Avec un exchange, et même avec, comment dirais-je, d'autres opérateurs au niveau de la bourse classique, ainsi de suite, d'autres brokers qui donnent accès à des actions et tout ce que vous voulez. Donc j'ai déjà eu ce genre de problème. Problème au niveau de quoi? Des retraits. Et par moment, on dit oui, non, on va voir si on peut vous rendre l'argent. Mais oui, après, bien sûr, ça doit être accepté. Mais vous dites oui, on attend 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, et c'est déjà arrivé. Donc tout ça, c'est quoi? Des choses pareilles, ça peut arriver. Qu'un exchange, donc rappelez-vous, hein, même ça peut vous arriver à Binance. Bon, mal d'utilisateurs, on a tous utilisé Kraken. On a vu ce qui s'était passé à Kraken lors de la super hausse. Dans pas mal d'exchanges, lors de la super hausse, les retraits, les ci, les ça. Rappelez-vous, on est toujours dans une phase embryonnaire, donc faites ultra attention. Que même l'exchange qui est de réputation, je ne sais pas trop quoi, il y a des problèmes. Surtout lorsque l'on opère comme étant un particulier, même une institution. Moi, je vous dis, j'ai fait des choses au niveau institutionnel et je veux dire que même nous, institutions, on a des problèmes aussi à ce niveau-là. Vous voyez, il y a une différence entre, je le dis souvent, hein, entre, on va dire, moi et Warren Buffett. Ce genre de problème n'arrive pas à Warren Buffett. Ce genre de problème, Stephen A. Cohen n'a pas ce problème. Ce genre de problème, Novogratz n'a pas ce genre de problème. Donc là, sachez-le, même si vous êtes une institution. Ok, donc ça, il ne faut jamais l'oublier, ça. Jamais, 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 jamais oublier cela. Et que notre argent est en risque partout. J'ai expliqué ce qui m'est passé que mon wallet blockchain, je viens de faire un retrait, enfin même pas un retrait, un transfert d'un wallet à un autre. Donc du wallet vers un exchange et vers encore un autre wallet pour pouvoir maintenir un peu de trésorerie sur le côté. Et après, je veux racheter pour rebalancer au cas où il y a quelque chose. Donc rapidement envoyer ça vers un autre exchange, quoi que ce soit, pour racheter quelque chose. Et on me dit, bah tiens, monsieur, c'est pas vous, boum, wallet bloqué. Et je me dis, mais attends, mais c'est une blague. Je viens de transférer des valeurs de quelques milliers ici en crypto. Et maintenant, je veux racheter et on me dit que c'est pas moi. Et on me limite la limite que je peux faire. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu faire un envoi assez important. Et lorsque je peux pas acheter pour plus de 300. Donc, vous vous dites, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer? On me dit, ouais, non, problème d'identité, c'est pas vous, quoi que ce soit. Boum, allez, wallet bloqué. Donc, vous voyez que ça, c'est ce genre de choses qui arrivent. Vous voyez, ça n'arrive pas que la super loi, voilà, moi je vous dis, ça m'est arrivé. Et blockchain, c'est un wallet quand même qui est là. Et c'est un wallet que j'utilise depuis. C'est le premier wallet crypto que j'ai eu. Donc là, je vous parle de quoi? 2014, 2015? Fin 2014, début de 2015 ou fin 2015, je pense. Enfin, soit. Je sais plus, mais bon, ça fait déjà, on va dire, plus de 2-3 ans déjà. Et du jour au lendemain, bah, vous avez ce genre d'histoire. Donc là, voilà. Donc ça, comme vous avez vu, hein, les crypto-theft et ainsi de suite, donc tout ça, bah, ça arrive. Donc là, il faut avoir l'estomac solide ici. Donc là, rappelez-vous que, voilà, que ça c'est un thème qui est très 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 sérieux. Alors maintenant, on reste en Europe et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, oui, rappelez-vous, la régulation, hein, c'est quelque chose de clé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on veut des règles bien plus strictes et bien plus transparentes. Et c'est quoi? Toujours le même problème. On a entendu ça tout le temps. Vous voyez qu'ils nous ont rabâché ça tout le temps. Vous voyez, même lorsqu'on avait étudié dans le Q2, les white papers de la BIS par exemple, ils remettaient ça tout le temps. KYC, AML, donc AML c'est Anti-Money Laundering, donc anti-blanchiment d'argent, Know Your Customer, contre-terrorisme, enfin, et pas mal de choses. Et ici, c'est encore la même chose. Donc, voilà, ici, encore une fois. Donc, voilà. Il y a encore une fois la cinquième en directive anti-money laundering. Et là, ils sont en train de faire quoi? Ils veulent augmenter la coopération avec les exchanges, encore pas mal de choses pour avoir des informations sur les utilisateurs et quoi? Toujours au niveau du anti-money laundering, ainsi de suite et tout ça. Donc là, il y aura la BCE et tout bazar qui va être derrière. Donc, vous voyez que ça ne va pas en finir. Ce thème de régulation, ça va être là. Et ça a déjà commencé. Vous voyez, Bitstamp m'a déjà envoyé ce genre de choses de KYC. Et donc, voilà, donc il n'y a plus de différence entre la manière dont on opère dans un exchange, surtout au niveau de la régulation, connaître le client, ainsi de suite, comme ce que l'on a, par exemple, avec un broker classique. Donc, vous voyez que ce côté décentralisé où j'ai pas besoin de m'identifier, bah, tout ça, comment dirais-je, c'est fini, tout ça. OK? Alors maintenant,
On a fini avec tout ce qui est européen et on va aller dans la dernière ligne droite de l'émission. Et ici, on va se focaliser sur les institutions et maintenant quelque chose de très 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 important. Vous voyez qu'il y avait la CBOE et CMI, je ne sais plus lequel est d'en face, soit même les deux, ils le font tout le temps, déposer des demandes d'application pour les lancements d'ETF. Rappelez-vous, ils ont déjà les contrats futurs, donc des contrats à effet de levier, donc ce sont des dérivés et maintenant ils en font encore plus. Vous voyez qu'on a les ETF du Grayscale et il y en a encore pas mal à travers le monde. Donc je veux dire, en Grande-Bretagne, il y en a depuis la City, il y en a dans les pays scandinaves, il y en a en Suisse, il y en a en Russie et il y en a en Asie, au Japon et ainsi de suite et tout ça, il y en a partout. Mais maintenant, rappelez-vous que on va dire, Wall Street Institute, c'est toujours ça qui est mis sous les feux des projecteurs, mais ça existe déjà ailleurs dans le monde, ok? Et maintenant, la chose qui est assez quoi? C'est qu'ici, maintenant, bah, les ETF, c'est quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que là, ça va permettre aux institutions et aux investisseurs accrédités de retrouver les produits qu'ils ont, avec lesquels ils ont l'habitude d'opérer. Oui, donc ça, c'est quelque chose de ultra, ultra important. Et comme on dit, bah ça, est-ce que ça va être le grand déclencheur où on verrait encore plus d'argent institutionnel? Rappelez-vous que l'argent institutionnel, il y en a déjà à un certain niveau, mais en dehors des États-Unis. Rappelez-vous que tout ça ici, c'est toujours focalisé États-Unis. Pourquoi? Vous qui avez le Q2, vous avez vu, non, pardon, le Q3 des Global Future Research, et vous avez vu l'étude d'analyse de concept que l'on a fait au début. Vous savez bien où il sait qu'il y a une forte concentration de trilliards de dollars et ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est très 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 important cela. Donc là, il faut vraiment comprendre ça. Et pourquoi est-ce que on attend cela, comment dirais-je, comme si c'était quelque chose de miraculeux, hein. Donc c'est un événement très 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 important, l'entrée de l'argent de Wall Street. Vous voyez que c'est quelque chose de très important parce que Wall Street a une place importante à jouer. Mais bon, ici dans cette vidéo, j'aurai pas le temps de vous expliquer tout ça. Alors maintenant, vous voyez que par rapport à cela, bon, on va au 10 août. Pourquoi? Parce que le 10 août, là exactement, vous voyez, ouais, c'était le CBOE et la SEC ainsi de suite se sont mis d'accord et on va voir est-ce qu'il y aura vraiment le lancement de ce ETF Bitcoin. Et là, c'est une date qui est clé. Pourquoi? Bah, parce qu'à partir de là, on pourrait voir réellement le tout commencer à monter. Vous voyez, pourquoi ça va être la date de lancement et qui est, comment dirais-je, possible date de lancement. Donc, que là, on en parle pour dire, bah, tiens, ici, fin de l'été, on pourrait commencer à avoir un retournement dans le marché crypto et réellement voir les cryptos commencer à monter. Pourquoi? Parce que là, on prend cela comme un point de départ. Pourquoi? On va commencer à avoir de plus en plus d'institutions continuer à rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un produit en plus. Ouais, donc ça va, comment dirais-je, ils vont se retrouver dans un environnement connu, dans lequel ils avaient déjà l'habitude de placer leur capital avec Apple, Amazon, le gold, le pétrole, ce que vous voulez, bah maintenant avec les cryptos. Donc là, c'est un pas en plus vers cette adoption massive. Mais quand on parle d'adoption massive, c'est marrant. On parle d'adoption massive au niveau des cryptos pour les paiements. Mais ici, lorsqu'on parle du Bitcoin ETF, c'est vrai qu'on ne parle pas d'adoption massive, mais on parle d'adoption de Wall Street. Wall Street, c'est pas énormément de personnes, hein. C'est, on va dire, les 1%. Mais c'est 1%, c'est eux qui ont 99% de tous les trilliards qu'il y a dans le monde. Donc oui, c'est pour ça que c'est important. Ouais. On parle d'adoption massive au niveau des cryptos, on va dire pour l'utilisation de masse, mais réellement l'argent que l'on veut voir dedans pour voir le marché à la hausse au niveau de l'offre et la demande, donc tout ce qui est investissement et trading et retour sur investissement, on compte sur ce de Wall Street, et Wall Street, c'est pas beaucoup de personnes, c'est moins d'1%. Donc il faut bien comprendre cette notion. Il ne faut pas vous laisser avoir juste parce que l'on voit, tiens, Wall Street va rentrer à venir, oui, mais il n'y aura pas de crypto pour toi, vu qu'eux, ils vont tout racheter. Et ça, la chose que vous devez savoir. Eux, ils viennent pas avoir le monopole. Quand vous regardez qui c'est qui détient les actions d'Apple, qui c'est qui détient Coca-Cola ou qui c'est qui détient Louis Vuitton, c'est une poignée de personnes, c'est une poignée de fonds. Bon, bien sûr, des institutions qui sont là pour du long terme, mais après, c'est une poignée de fonds qui traitent entre eux, c'est toujours les mêmes. Les mêmes Goldman Sachs, les mêmes JP Morgan, les mêmes hedge funds, les Sachs Capital, les Novogratz, ainsi de suite. C'est pas 36 millions de personnes. Ouais, donc c'est ça, hein. C'est ce que je disais, ce n'est pas 36 millions de personnes. Beaucoup de gens disent, ouais, non, c'est fort, ça va monter, mais c'est pas 36 millions de personnes. Et il faut savoir comment ces personnes opèrent. Ces personnes, elles opèrent d'un côté pour avoir le monopole, et après, ben voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça va être très long comme vidéo. Après, vous avez les traders et tous les intervenants du marché qui sont là. Donc voilà, et ici on parle de Bitcoin précisément. Et on dit que ça, est-ce que ça va redonner une vie au prix du Bitcoin? Rappelez-vous, qui c'est qui va acheter Bitcoin? On compte sur l'argent de qui? Si le Bitcoin il est bas et qu'il faut que sa market cap elle monte, donc des personnes vont injecter du capital. Et ici, on ne parle que des personnes de Wall Street. On n'a pas parlé de Joe l'épicier, enfin non, pardon, c'est Pépé le boulanger. Et ouais, et on a un nouveau personnage, non, c'est Joe l'épicier. Joseph, on va dire Joseph l'épicier. Et Pépé le boulanger, c'est pas eux. C'est pas eux qui vont faire bouger le marché crypto. Non, eux rêvent de devenir millionnaires, depuis être épicier, depuis être boulanger. Mais d'aller vivre à Monaco.
Ouais. Donc, faut bien comprendre cela. Donc, ouais, il faut pas juste s'arrêter aux grandes lignes et dire, ah ouais, non, c'est parfait. Non, moi aussi, j'ai ma fraction de Satoshi et je veux aussi pouvoir m'acheter un jet privé. Non, 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 non. Il y a super, super attention ici. On parle de Bitcoin et on parle d'entrée d'argent institutionnel. Et il n'y en a pas 36 000 des institutions. Comme vous voyez, voilà, Berkshire Hathaway, vous avez vu le prix de l'action. Vous pensez que c'est Pépé le boulanger qui est dedans? Non, ça c'est juste une action, c'est le prix de la maison de Pépé le boulanger qu'il a réussi à payer après 40 ans ou 50 ans de travail à la boulangerie. Ouais. Donc attention, faut vraiment, vraiment, vraiment pas confondre les choses. Donc avec ici, il y a un travail énorme à faire. Et là, vous avez vu, donc là, c'est en partie ce que l'on avait vu dans l'introduction du Q3. Donc ceux qui l'avaient, ben, vous savez exactement de quoi je parle ici. Alors maintenant, on va dans les raisons qui pourraient booster maintenant. Vous voyez, les trois raisons qui pourraient booster le prix du Bitcoin avec cet ETF et le mois prochain ici. Donc, voir tout ça à partir du mois prochain, donc à partir du mois d'août, pardon. Et maintenant, bah, les raisons ici, elles étaient données. Donc, les trois raisons. Un, le Bitcoin va exploser en prix. Donc, même pas exploser en prix, mais on voit déjà comment il est monté depuis où il est. 2017, vous voyez que les demandes d'ETF avaient été rejetées. Maintenant, ça va être accepté. Donc, est-ce que ça va être un boost en plus? Donc, maintenant, vous voyez qu'on est aussi 1250. Mais rien ne nous dit que d'ici un mois, le Bitcoin ne peut pas aller plus bas. Là, on pourrait avoir un spike de volatilité terrible ou se stabiliser ici. On n'en sait rien, on verra. Et on a vu déjà ce que l'entrée des contrats futurs ont fait. Donc maintenant, ils disent qu'on va avoir un effet similaire. On voit que tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Rappelez-vous, ce ne sont que des hypothèses. De la spéculation, ce sont des scénarios. Maintenant, il faut voir lequel. Maintenant, on a quoi? Custodial Services. Donc, rappelez-vous, ça, c'est quoi? Quand on parle de traditional investors, ce sont les Warren Buffett et les Stack Capital, les Novogratz, ainsi de suite. Ici, c'est plutôt investisseurs accrédités. Donc, ceux qui ont des millions à investir. Et ils ne vont pas investir dans Binance comme tout le monde. Non. Eux, ils veulent des services spécifiques. Donc, ce qu'ils avaient avec au New York Stock Exchange, avec le Nasdaq, avec le Nasdaq et tout ce donc comment ils opéraient avec Apple, ils veulent opérer pareil avec les cryptos. Donc là, il y a un service à donner à ces personnes. Qui donne ce genre de service? Les grosses institutions. Et vous savez que dernièrement, Coinbase maintenant est passé là-dedans aussi, donner des services pour les investisseurs institutionnels. Quand vous voyez ça, ça équivaut à ça. C'est exactement la même chose. Ouais. Vous voyez aussi que le Swiss Stock Exchange aussi va faire ça. Vous voyez que Circle va faire ça. Vous voyez que Intel va faire ça. Vous voyez que tout, on donne ce genre de service pour ces personnes-là. Et eux, ils ne sont pas 36. Il n'y a pas 36 personnes. C'est toujours les mêmes fonds. Et après, c'est quoi? La clarté au niveau de la régulation. Ouais. Donc, que ce ne sont pas des sécurités, que c'est pas ci, que c'est pas ça, et on va dire où on va les laisser tranquilles telles qu'elles sont, et là maintenant on va pouvoir être là, opérer, et il n'y a pas 36 000 exchanges qui sont régulés, et ainsi de suite, et comme vous voyez ici encore, hein, on voit aussi que les grandes banques d'investissement aussi commencent à le faire, mais ils traitent quoi? Bah, parfois, comme on dit, on behalf of the client, c'est-à-dire pour le client, donc prendre du risque pour le client, ou des fois aider le client. Être sûr que tiens, tout est fait parfaitement, mais eux, ils sont malins. Ils vont dire non, on va amener d'abord le côté sécurité. La même sécurité qu'on leur donne avec le trading d'Apple, Amazon, tout ce que vous voulez, ben, ils veulent la même chose ici. Comme c'est ça que le capital est bien traité. Rappelez-vous, durant toute la semaine, je vous ai bassiné avec ça. La manière dont on traite le capital. Ouais. Donc c'est très important. Il faut que l'infrastructure, c'est une infrastructure 5 étoiles. 5, 6, 7 et plus. OK? Maintenant, on reste avec les institutions et on voit American Express qui a fait quoi? Dépôt de brevets pour avoir quoi? Ben pour avoir des brevets blockchain. Maintenant, avec une nouvelle preuve de concept, vous voyez, il y avait la preuve de travail, donc proof of work, proof of stake, ainsi de suite. Et ici, c'est preuve de paiement. Donc, un système de preuve de paiement au niveau de la validation des transactions pour procède encore bien plus vite. Et là, voilà. Donc là, maintenant, American Express aussi qui se lance dedans, mais avec sa propre initiative. Maintenant, lorsqu'on fait ça, bon, on va voir si eux vont, comment dirais-je, on va voir s'ils vont travailler en synergie avec d'autres projets blockchain qui ramènent ce genre de technologie ou qui pourraient la mettre sur pied ou voir ce qu'ils vont pouvoir prendre à gauche à droite. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de ces choses-là sont open source ou bien si eux vont avoir leur propre initiative à eux-mêmes au niveau de leur recherche et développement. Donc on va voir. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On voit qu'il y a énormément d'argent dans la sphère crypto ici. Alors on continue. Maintenant, on revient encore avec Roger Ver qui va nous parler. Vous voyez que lorsqu'on parle d'American Express, rappelez-vous que ce sont des transactions par seconde qui se font rapidement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Les cryptos, maintenant, ils ont un gros problème, ce qu'on appelle le scalability et le scaling. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'initiatives et de technologies qui pourraient pallier à cette carence. Donc, le sharding, le Casper, le plasma et tout ce que vous voulez. Et maintenant, donc là, ici, Roger Ver revient ici, mais ici, parler de ce qui est les problèmes de mise à l'échelle. Donc, c'est quoi? Mettre les transactions
du Bitcoin à l'échelle de celle de Visa, de Mastercard, d'American Express et même aller au-delà. Si on veut une adoption massive, c'est le gros problème. Donc ici, Roger Ver fait un bon travail éducatif pour réellement pas parler de ça. Donc vous voyez que là, il revient vraiment sur ce qui est la scalability et il en parle. Et par rapport à ça, il vient en parler par rapport au Bitcoin Cash qui pour lui, comme on dit, bah ouais, c'est bien qu'il préfère le Bitcoin Cash maintenant, qui est pour lui, selon lui, c'est bien plus fidèle à l'idée principale, l'idée originelle hein, du créateur, donc soit de Satoshi Nakamoto. Et donc voilà, donc là, il explique ça dans cette vidéo. Donc là, c'est très éducationnel, très instructif, très pédagogique aussi. Donc là, voilà, rappelez-vous, il a eu le temps d'étudier tout ça au frais durant 1 an en prison. Donc il est sorti de là un homme refait, un homme complètement changé. Et là, je dis, il faut comprendre l'aspect économique. C'est quelque chose. Lorsque je l'ai vu, la première interview que j'ai écoutée de lui, c'est ça qui m'a attiré l'attention. C'est la première personne que j'ai entendu parler des cryptos au niveau macroéconomique. Là, je dis bien au niveau macroéconomique, lui, c'est la première. Avant d'entendre n'importe qui était là dans les Exchange Institute, c'est lui et ce monsieur ici. C'est les deux premières personnes que j'ai entendu parler du côté économique des cryptos. Là, je me dis, ah, ok, il y a quelque chose en plus. Moi, rappelez-vous, je dis toujours, j'ai connu les cryptos à travers un cas concret d'utilité. C'est quoi? Les clients vénézuéliens qui utilisaient ça comme stock de valeur. Et ça leur permettait de faire des transactions au quotidien, peu importe les commissions qu'ils avaient à payer. Il dit, on préfère ça que d'utiliser le bolivar. Donc voilà, ça c'est très important. On utilisait tous quoi? Les cryptos et de l'or. Parce que l'or aussi c'est un stock de valeur, ouais, très important. Votre chaîne en or, dépendant de sa pureté, vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Donc ce que vous mettez autour de votre cou, c'est de l'or. Petite histoire que beaucoup de personnes ne savent pas, l'actrice qui était décédée, Liz Tyler, à un moment donné, elle commençait à avoir pas mal de problèmes avant d'être morte. C'est une histoire qui est pas mal. Hein. On m'avait raconté ça lors d'une conférence qu'on faisait avec des clients pour de la gestion de patrimoine et une partie de leur investissement en or. Et l'anecdote, c'était quoi? C'est que Liz Taylor, à un moment donné, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi est-ce que elle avait tout le temps beaucoup de bijoux sur elle. Et à un moment donné, avec les problèmes qu'elle avait commencé à avoir avec le fisc nord-américain, elle sortait sa richesse comme ça. Donc elle mettait son argent en bijoux. Lorsqu'elle voyageait, elle avait toujours des tonnes de bijoux sur elle, mais c'est quoi? C'était pour sortir sa richesse des États-Unis. Donc ouais, c'est ça. Vu qu'elle avait ça sur elle, on se dit, c'est Liz Taylor, c'est une star, c'est des bijoux. Non, c'est sa richesse qu'elle mettait dessus. Donc ce qu'elle avait en millions de dollars, elle transformait ça en bijoux. Ouais, des parures d'or, des chaînes d'or, des boucles d'oreilles d'or, et toujours plein de bagues, ainsi de suite. Et c'était quoi? Je sors avec ma richesse, je reviens, et je repars, et c'est comme ça qu'elle a pu maintenir une partie de son patrimoine comme ça en dehors des États-Unis. Donc là, à l'abri et hors de portée du fisc américain. Donc c'est très 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 important de comprendre ce genre de choses, même à l'époque. Hein. Vous voyez, les femmes, lorsqu'elles étaient mariées, et lorsqu'on va dire l'homme demandait le divorce ou quoi que ce soit, c'est quoi? Tout ce qu'elle avait sur elle, elle partait avec. Donc, elles se rendaient toujours pour avoir des grosses bagues, des grosses chaînes, ainsi de suite. Donc, ça, c'est quoi? À l'époque, Louis XIV, ainsi de suite, au niveau de la royauté, monarchie, ainsi de suite, c'est ça. Donc, toujours être bien paré, ainsi de suite. Pourquoi? Je suis sûr que si je pars, je pars avec ce que j'ai sur moi. Ouais. Donc c'est ça la chose. Donc là, il faut comprendre le côté économique. Et moi, ces deux personnes, et surtout lui, qui m'a fait tilt lorsque j'ai entendu parler de l'économie. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus de recherches au niveau du white paper de Satoshi Nakamoto et comprendre c'est lui la personne que j'ai vu qui a le plus, qui dans les premières vidéos que j'ai vues, pas les vidéos qu'il y a maintenant, avant, voilà, c'est le Roger Ver avant le Bitcoin Cash, lorsqu'il y avait encore que le Bitcoin. Et comment il en parlait de ce côté économique, macroéconomique et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a fait de me dire non, ici, il y a quelque chose à faire. Et par après est venu tout le côté hedge funds. Rappelez-vous que les hedge funds, tout ça sont venus après. Là, moi, je vous parle de 2015, ainsi de suite. Donc, pas aujourd'hui avec le Bitcoin Cash, ainsi de suite. C'est la première personne, enfin, surtout lui, et ensuite cette personne ici, c'est deux personnes qui parlaient toujours de ce côté économie, sans prix, ainsi de suite et tout ça. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ok? Donc là, voilà. Maintenant, on va où? On va regarder une autre entité, l'entité qui s'appelle Monaco. Et cette entité, c'était quoi? Elle bossait dans tout ce qui était donner des cartes Visa crypto. Et maintenant, on voit que cette entité ici, donc qui s'appelait Monaco, a changé de nom, donc fait un rebranding. Et ils ont acheté le nom de domaine crypto.com. Et maintenant, Monaco devient crypto.com. Et donc, pourquoi? Il y a quelque chose de très curieux ici. Hein. Le nom de domaine crypto.com appartenait à un monsieur ici, Matt Blaze, depuis 1993. Et donc, ils lui ont racheté cela. Ouais, et ça leur a coûté 10 millions pour acheter ça. Rappelez-vous, à un moment donné, on avait vu ça en 2017 dans les anciennes émissions que j'ai en archive, le business des noms de domaine. Et ça, c'était un gros business. Il y avait beaucoup de gens, rappelez-vous qu'il y avait Amazon qui avait commencé à enregistrer des noms de domaine avec Amazon, blockchain, Amazon ci, Amazon ça, ainsi de suite, pour être sûr que c'était à eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gros business, il y avait des personnes qui ont dépensé des fortunes juste pour avoir des noms de domaine. Et quand vous savez que vous pouvez enregistrer un nom de domaine, pourquoi? Pour 20 euros.
Alors, imaginez-vous le business, le retour. Donc ça, comme certains disaient, certaines personnes disaient que c'était marrant de voir cet article, ils disaient que c'était encore plus, c'est un business encore plus sûr. Non, plus sûr, il n'y a aucun business qui est sûr, mais on va dire aussi rentable que les cryptos. Vous voyez que le temps de trouver parmi les 1600 cryptos, la crypto qui va passer de une fraction de cents à 20 000 comme le Bitcoin, et ben voilà, c'était avoir quoi? Ben avoir un nom de domaine enregistré avant tout le monde. Et lorsqu'il va avoir cet essor de Bitcoin, ben une demande, et après c'est quoi? Ben c'est une vente aux enchères. Et donc là, voilà avec ce monsieur ici, il a été patient, hein. 93, 2018 et aujourd'hui, bah, le nom de domaine vendu pour 10 millions. Donc là, bah, voilà. Donc ça, c'est des faits curieux, mais voilà, c'est ça, on voit qu'il y a, et il y a toute une économie, bah, c'est ça, toute une économie. C'est quoi une économie? Une économie, c'est ça, c'est des biens et des services. Peu importe le bien, peu importe le service, mais c'est ça qui fait une économie. Et donc voilà, donc là, il y en a un qui a réussi à faire un business carré, donc un bon investissement. Ce qu'il a investi en 93, ben, il a pu liquider ça aujourd'hui en 2018. Et là, maintenant, ici, on va quoi? Ben, une discussion. Oui, la même discussion à laquelle avait participé, ça c'était en Zug, à Zug en Suisse, à laquelle avait participé Vitalik Buterin. Maintenant, vous avez une des personnes de Coinbase qui vient là et commencer à parler de tout ça. Bien évidemment, quand vous comprenez Coinbase, ben Coinbase, c'est tout ce qui est crypto, c'est tout ce qui se passe, c'est l'exchange, c'est la politique, leur culture, qu'est-ce qui se passe, argent institutionnel, qu'est-ce qu'ils voient, les différents problèmes qu'ils ont eu. Et bien évidemment, vous voyez qu'ils parlent avec, ils mesurent bien tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc là, j'ai pas encore fini de regarder la vidéo, toute la vidéo, mais vous voyez déjà que Coinbase, vous rappelez qu'ils ont eu pas mal de problèmes, puisque c'est le CTO, donc le Chief Technology Officer. Donc là, ben voilà, hein, tout ce qui est au niveau de la plateforme et tout ce qu'ils sont en train de faire, donc ultra, ultra, ultra intéressant tout ça. Et donc voilà, donc là, tout ça, je vous le laisse avec tout ça. Donc un grand merci à Patrick, Nadi, Johan pour les news qui nous envoient tout le temps. Et donc voilà, donc là maintenant ici, ça va, on a eu assez de batterie. Donc j'ai pas eu à trop speeder, mais on a fait une chouette petite synthèse de tout. Et donc maintenant la chose c'est quoi? Bah, c'est que moi je vous laisse ici et nous on se retrouve demain dimanche. Bah, pourquoi? Bah, pour notre premier crypto trading de la semaine. Donc on va voir exactement tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez que maintenant l'été ça va être un été très agité. Donc il y a des gros événements, on s'attend à des gros événements. Donc on va voir tout ce que cela va donner. Ok? Donc voilà, donc un grand merci à tous. Donc vous savez bien que toutes ces vidéos, vous les avez ici dans le canal YouTube, donc le Trading Watch It TV. Moi, vous pouvez me retrouver au www.jctum.com afin de voir les services et les solutions de consulting et de recherche que l'on a, que l'on peut vous offrir. Donc voir, bah tiens, si moi, je peux vous aider. Là, comme j'ai aidé déjà pas mal de personnes. Donc voilà, donc là, je serai ravi de travailler avec vous. Et donc, nous, on se retrouve demain. Donc, vous passez un excellent week-end. Vous profitez du soleil, vous profitez de tout ce qu'il y a à profiter. Vous voyez, il faut être cool. Il y a pas mal de personnes m'ont dit que j'avais l'air un peu plus cool dans les vidéos. Pourquoi? Parce que j'étais moins speed, que je parlais un peu plus calmement. Bah, c'est ça, hein, avec le fait d'être un peu en mouvement, ben, je m'attendais à être un peu plus speed, mais non, là, je prends les choses calmement. Ben, voilà, c'est ça, hein. Donc, je suis sorti un peu de ma bulle, voir un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et là, maintenant, ben, voilà, on revient. Donc, voilà, c'est une bonne chose à un moment donné. Et ça m'a permis d'avoir une autre perspective et de regarder ce que je suis en train de faire. Rappelez-vous que je suis en train de finir de Q3. Donc je suis en train de finir le PDF et là il me reste que quelques points et donc c'est fini. Donc c'est aussi un rappel, annonce aussi, ça va arriver tranquillos avec tout le reste des vidéos. Donc là je l'ai déjà profité de l'introduction et après bon, on va faire le reste. Donc ouais, ça va être un rapport qui est chouette. Donc ouais, moi je veux toujours que la qualité soit tip top. Pourquoi? Bah, parce que c'est ça c'est ma responsabilité par rapport à vous, ceux qui me font confiance, qui ont déposé leur confiance ici. Donc moi, mon but à moi c'est de ramener de la valeur. C'est ça, ramener de la valeur, augmenter réellement vos connaissances dans toute chose. Et j'ai eu déjà des retours immenses par rapport à tout ça. Il y a pas mal de choses, enfin tout le monde m'a dit non, il ne s'attendait pas à voir cela et à voir les choses comme ça. Ben voilà, donc moi je partage avec vous mon expérience de ce que j'ai vu et vécu et ce que je vis toujours, hein, étant dans cette industrie et toujours en collaboration avec des personnes de, comment dirais-je, de cette industrie. Donc voilà. Donc je sais ce qui est en train de se passer, surtout lorsque l'on parle du big money, ainsi de suite. Donc voilà, donc je sais exactement qu'il y a des grandes choses qui sont en train de se faire ici en Europe depuis Francfort. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a pas mal de choses qui vont arriver à, comment dirais-je, à ce niveau-là. Mais bon voilà, nous on fait les choses ici, donc vous aussi vous pouvez arriver à faire les mêmes choses. Mais rappelez-vous, il y a une chose qui est clé ici, c'est le travail. Vous voyez, c'est pas un article si ça, vous êtes capable de contester et ne pas avoir peur de la personne qui est en face. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu le professeur et prix Nobel économiste. Eh ben, pour un professeur prix Nobel économiste et avec les moyens et les ressources auxquels il a accès, et s'il n'a pas pu faire plus de recherches que ça, ben voilà. Vous ne pouvez pas vous laisser avoir pour d'un Warren Buffett ou quoi que ce soit. Eux, ils sont déjà bien, ils ont déjà tout l'argent qu'ils ont. C'est vous qui devez vous préoccuper. Donc vous et votre patrimoine, vous devez être sûr que vous avez fait exactement la recherche qu'il faut, que vous avez le placement
fait comme il faut, l'horizon de temps, le système, la stratégie qu'il faut et votre risque management comme il faut. Et rappelez-vous, on est toujours en phase embryonnaire. Vous avez vu des exchanges, moi j'en ai été victime. Vous voyez, c'est ça, hein. Moi je ne suis pas celui qui a sans faute à son permis théorique, je suis celui qui a déjà vécu un accrochage, celui qui a déjà eu un pneu crevé, celui qui a déjà eu un accident, celui déjà qui sait c'est quoi, qui a évité même un accident mortel, tout ça, moi je l'ai vécu. Donc là, moi, je parle d'expérience de choses qui étaient vécues. Et si on met ça dans les marchés, bah, je suis celui qui a investi, celui qui a investi dans le Bitcoin, celui qui sait c'est quoi utiliser un wallet, celui qui sait c'est quoi shorter le Bitcoin, celui qui sait c'est quoi spéculer avec le Bitcoin avec des gains et comme avec des pertes. Mais heureusement que la balance est plus dans le vert que dans le rouge. Donc voilà. Et c'est celui qui est là, dont vous entendez la voix, qui vient partager cela avec vous. Et donc voilà. Vous voyez? Donc là, c'est ça. Donc vous n'avez pas à vous sentir rabaissé parce que vous n'avez pas tel ou tel titre, parce que j'ai pas bossé à Goldman Sachs, parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Rappelez-vous, on est à l'âge de l'information. La chose qui est, c'est quoi? C'est qu'on a un océan d'informations et tout n'est pas 100% de bonne qualité. Donc il faut savoir comment le filtrer. Vous voyez? Mais on peut filtrer comment? Lorsque des personnes qui étaient dans l'industrie qui sortent et maintenant avec les notions et ce que nous on sait d'insider, on va dire ça comme ça, hein, d'initié, ben, lorsqu'on est dans le monde réel, donc on va ici, lorsqu'on est dans Google, comme tout le monde ou comme dans Brave, ben, on sait ce qu'il faut chercher. On sait quelles sont les questions qu'il faut poser et là où on doit les prendre de l'information. Et là, vous allez voir sur notre Q3, j'ai vraiment mis ici en avant, il y a un aparté donc, que j'ai rajouté, donc le quatrième aparté qui est l'aparté recherche, génération d'idées. Et vous allez avoir des questions, enfin, on va dire pour moi c'est simple, hein, j'ai l'habitude de le faire et c'est le truc que j'aime le plus faire. Et on va dire ça c'est ma spécialité, hein. Ça c'est mon expertise. Mais maintenant vous allez voir que c'est pas, comment dirais-je, vous voyez que c'est pas compliqué. C'est juste quelques concepts, quelques notions que vous devez apprendre. Ça va devenir inné. Enfin même pas inné, ça se travaille. Vous voyez, c'est ça un système. C'est quoi? On fait systématiquement la même chose. Rappelez-vous un Ronaldo, un Neymar ou un Mbappé lorsqu'ils s'entraînent, ils répètent toujours la même chose. Oui, il n'y a rien de compliqué. Ils ont un système de jeu, et ben, ils répètent ce système. Jusqu'à ce qu'ils le connaissent à la perfection. Ben, vous, c'est pareil. Vous avez un système que vous allez mettre sur place, et ce système-là, ben, vous allez le répéter tout le temps. Et donc après, ben, vous allez le connaître à la perfection. Et ce système-là, en parallèle, a une bonne stratégie, qui aussi va. La stratégie, elle doit toujours rester ouverte. C'est-à-dire quoi? Elle doit s'adapter aux conditions de marché, et c'est ça qui va vous permettre d'extraire du jus du marché. Le marché, c'est comme un fruit, et c'est à vous à le presser et à extraire du jus. Et vu que c'est un champ, oui, c'est un marché, donc il y a plusieurs fruits, vous allez pouvoir extraire du jus des différents fruits. Lorsque le fruit est mûr, donc il est arrivé à maturité, ben vous allez pouvoir savoir quels sont les fruits que vous allez pouvoir cueillir et qui vont desquels vous allez pouvoir extraire du jus. Vous allez dire, non, celui-là, c'est pas ici, celui-là, dans un mois, il va m'extraire du jus, celui-là, dans 3 mois, celui-là, dans un an, celui-là, ci, celui-là, ça, celui-là, non, il est pourri, je le jette, donc là, je le short. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses à faire ici. Ok? Bon, là, je vous laisse, je vais continuer à travailler. Bon, déjà, que le remettre à charger et comme ça, je vais pouvoir continuer et je vous tiendrai au courant pour le EQ3. Ok? Donc voilà, excellent après-midi à tous, bon week-end, profitez bien du foot, ceux qui vont regarder le foot, ainsi de suite et tout ça. Et oui, c'est un grand week-end, hein, fin de mondial, ainsi de suite. Donc, ouais, qu'on le veuille ou pas, bon, on va ressentir cela. Et donc voilà, donc on se retrouve demain. Allez, merci à tous, bye bye.